On va maintenant accueillir Jonathan Azoulay, qui est venu spécialement de la capitale pour nous voir. Bonjour à vous. Je vous laisse prendre le micro peut-être ici. Vous êtes le fondateur et le CEO de Talent.io. On va peut-être déjà présenter tout simplement votre entreprise avant d'écouter peut-être votre témoignage sur des thématiques plus précises. Voilà, société, première plateforme de recrutement sélectif de développeurs. Hein, c'est comme ça que vous présentez, que vous allez nous présenter un petit peu votre entreprise, votre bébé. Ouais, donc déjà merci, bonjour à tous. Content d'être là et content de participer à cet événement et au développement de Upgrade. Donc oui, moi j'ai fondé il y a 4 ans une startup, enfin ce qui était une startup qui est maintenant une scale-up qui s'appelle Talent.io, qui est une plateforme, une marketplace, une plateforme de recrutement d'ingénieurs. Jusqu'à présent sur ce marché-là, en fait, il y avait les cabinets de recrutement et les sites d'annonces d'emploi. Et puis depuis quelques années, il y avait LinkedIn aussi. Mais aucun répondait parfaitement aux besoins et des entreprises qui souhaitent recruter vite et des profils IT. Et donc du coup, on a créé un modèle entièrement digitalisé qui permet de répondre à ce problème-là. Donc ça c'est 2015, les grands débuts quoi. Ouais, 2015 c'est le grand début, c'est là que j'ai rencontré mes associés. Moi en fait, avant ça, il y a 10 ans, quand j'ai fini la fac, je me suis retrouvé par hasard à passer un entretien dans un cabinet de recrutement. Donc j'ai démarré dans le recrutement à un poste vraiment junior dans un gros cabinet. Ensuite, au bout de quelques années, j'ai créé mon propre cabinet de recrutement, donc en 2009, qui s'appelait Urban Linker, que j'ai revendu il y a 2 ans et qui est devenu le cabinet référent en France sur les mêmes métiers, sur la tech. Et puis en 2015, quand je commençais à me demander comment la technologie allait transformer ce secteur d'activité, j'ai eu la chance de rencontrer 2 profils de la Silicon Valley, un Français, un Israélien, de profils plutôt techniques, Amit et Nicolas, qui s'étaient rencontrés sur les bancs de Stanford. Un des deux bossait chez Apple et on a décidé de monter ensemble ce projet-là pour créer une plateforme de recrutement principalement pour les besoins en Europe. Et pourquoi ne pas avoir transformé votre entreprise qui était physique en digital ou l'avoir digitalisée, l'amener sur ce terrain-là? Je crois que ça, c'était la première vraie prise de tête que j'ai eue. Ça a été de me poser cette question-là. Est-ce qu'on transforme une entreprise? Est-ce qu'on rajoute une filiale? Ou est-ce qu'on la fait complètement différemment? Et en fait, le peu de feedback que j'ai eu sur le sujet, le peu de retour d'expérience que j'ai pu voir, quand on est même sur une petite niche et qu'on a une entreprise qui génère du CA, du revenu, de l'EBIT, et qu'on doit entièrement casser le modèle, généralement il y a un problème politique qui se crée, même à petite taille, et qui empêche vraiment de réinventer le système. Et on voulait le réinventer de système, et pour le réinventer, il fallait qu'on parte de zéro. Donc j'ai créé une boîte concurrente de ma propre boîte. Et ça a été dur au départ parce qu'il y a eu un sentiment d'abandon des salariés de la première boîte, il y a eu beaucoup de choses. Mais au final, ils ont après réussi à survivre, à proposer une offre qui s'est un petit peu différenciée sur le marché parce que Talent a beaucoup grossi, a pris une très grosse part de marché. Et donc du coup, maintenant, tout le monde est content. Alors on reprend un petit peu votre CV, enfin je vais faire rapidement. Hein. Première levée de fonds de 2 millions d'euros, c'était en juin 2015, une deuxième un peu plus tard en mai 2017, 8 millions d'euros cette fois. Entre-temps, vous avez lancé un petit peu partout en Europe, hein, je crois en Angleterre et puis en Allemagne, c'est un peu ça. Et puis en août 2018, vous passez la barre des 100 salariés, là c'est sacrée marche. Ouais, là en fait, donc ça fait 4 ans, on est 140 aujourd'hui à peu près. 140, 145. On est dans 10 villes, dans 4 pays. Donc on a 4 bureaux. On a un bureau par pays. On n'a pas un bureau dans toutes les villes. Le headquarter est à Paris avec 90 salariés. D'accord. Alors, les sujets un peu qui vont nous intéresser ce soir, c'est le fait d'avoir passé cette étape du scale-up. Là, c'est quelque chose qui s'est bien passé. Vous l'avez bien vécu. Qu'est-ce qui a été le plus dur un petit peu là-dedans? Le bien vivre, je sais pas, c'est un grand mot. Ça dépend des jours. Je pense que je reprends votre feedback qui était de dire il y a des jours avec des jours sans, mais en tout cas on a essayé de l'aborder comme un marathon plus de longue durée qu'un running très court, ce qui nous a aidé.
Et on a essayé de créer une culture hyper responsable. Donc je sais qu'on va parler juste après de culture. Ouais. Mais déjà de management peut-être. La première chose, ça a été de scaler, de faire évoluer le management. Ouais, scaler le management, ça a été un sujet. Donc nous, on a fait un choix. Globalement, après, c'est différent selon la culture que vous voulez mettre en place, mais on a mis une culture en place très tôt avec des valeurs à peu près 20 salariés. On avait défini des valeurs avec un vrai travail d'audit de l'équipe, d'analyse de leur feedback, d'échange, et on a défini 3 valeurs qu'on a voulu très actionnables, c'est-à-dire avec beaucoup de compréhension au niveau du salarié pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir au quotidien les utiliser, que ce ne soit pas des trucs placardés au mur que personne ne sache réellement à quoi sert. C'est quoi ces 3 valeurs? On peut les donner tout de suite? Ouais, la première s'appelle Tech Ownership, c'est la plus importante. On a basé toute notre culture autour de ça. Tech Ownership, c'est juste montrer qu'on crée un modèle. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être l'entreprise libérée. Mais globalement, c'est un modèle flat où on fait confiance à beaucoup de monde, on les laisse maîtres de leur projet. C'est-à-dire, contrairement à des entreprises comme vous les avez toujours connues, où il y a un modèle hiérarchique, où c'est le manager qui détient toutes les responsabilités et tous les projets, nous, on a décentralisé ça et on a proposé aux gens qui souhaitent, surtout cette catégorie de personnes, les millénials, qui sont beaucoup dans cette demande-là, on leur a proposé de pouvoir prendre différents projets sans forcément les centraliser du management. Ça s'appelle Tech Ownership. Donc ça arrive régulièrement. L'année dernière, par exemple, on a 80 projets qui ont été développés par des gens de l'équipe. Ça arrive régulièrement qui veulent analyser un nouveau marché, analyser pour mettre en place un nouveau training, suivre le onboarding d'un nouveau salarié, s'occuper du bien-être de l'équipe par tel ou tel événement, proposer la création d'un événement. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas voulu centraliser. Et donc du coup, le ownership, c'est un process qu'on a mis en place qui permet aux gens de bien développer ces projets-là eux-mêmes. Le deuxième, c'est Think Team. Donc bon, ça c'est toute la partie communication, gestion de conflits. Et bon, ça, dans la majorité des valeurs de boîte, on a une valeur autour de ça. Et la troisième, c'est Make Impact. On a beaucoup de data. On a la chance, quand on a un produit technologique, de pouvoir générer beaucoup d'informations, et on a voulu qu'à partir de ces informations, les gens soient autonomes dans la mise en place de leurs objectifs. Ouais. Et ça vient pas d'en haut, quoi. Voilà, ça vient pas d'en haut. C'est le premier pas vers les OKR. On en reparlera si vous voulez, mais globalement, voilà, on avait un truc autour de la data et des objectifs et de l'autonomie qu'on a appelé Make Impact. Et le troisième, je crois? C'est ça. C'est ça, d'accord. Team, Make Impact et Tech Ownership. Donc on a mis en place les valeurs à 20. À 40, on a mis en place un layer de management. Il y en a qui disent que c'est tard. Nous, ça nous a... Enfin, je serais très heureux de débattre avec vous là-dessus, mais nous, ça a été dur. Mais étant donné que beaucoup géraient des projets, on a réussi à tenir jusque-là avant. Et puis, on est 3 associés, donc on était 3 quand même pour gérer le truc. Ça, c'est important. Seul, j'aurais jamais tenu jusqu'à 40. Et vous avez créé un groupe de leaders qui s'appelle le Circle. Ouais, c'est ça. C'est particulier aussi, ça. Ouais, en fait, donc pareil, on a voulu un management, mais un management flat. On n'a pas voulu créer un comité de direction avec différents layers de management. Donc on a créé un groupe de leaders, essentiellement des gens de l'interne, à part les country managers qu'on avait embauchés entre-temps, mais essentiellement des gens qu'on a fait monter, leaders. Et on a créé ce groupe. Alors au début, quand on était 40, ils étaient 6, 7. Nous compris, et maintenant ils sont 22, je crois. Et dans ce groupe, on se voit tous les 3 mois, on définit les objectifs ensemble, donc les OKR pour ceux qui utilisent. On fait un brief sur les 3 mois passés, on fait beaucoup de coaching de managers et de training pour s'assurer qu'ils vont délivrer un vrai support à l'équipe et surtout délivrer la culture. Parce que avant 40, la culture elle est facile à délivrer quand vous l'avez définie, parce que vous la délivrez vous-même. Donc ils l'entendent de la bouche de vous, les fondateurs, ce qui facilite énormément les choses. Il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Il y a pas de... Exactement. Alors qu'à partir du moment où il y a des managers, ils l'entendent plus de vous. Encore plus si vous avez une culture distribuée. Nous, on est dans 4 pays, donc c'était une plus grosse galère. Il y a beaucoup de monde que je ne connais pas. Et du coup, il a fallu être sûr que les managers sachent délivrer cette culture-là. Et ça se fait vraiment pas en 2 minutes. On ne l'a pas externalisé. On a fait tout ce travail de création de contenu, de coaching des leaders et de training des leaders nous-mêmes, parce qu'on savait que c'était un sujet clé.
Vous parliez des millennials, c'est important parce que je l'imagine, c'est au cœur de vos recrutements. Vous dites quand on les accroche avec la culture, c'est gagné, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'éthique, tout ça, c'est important, quoi. Bah, je vais vous dire un truc, ça peut paraître très démago de dire ça, mais je pense qu'il faut juste être sincère. L'approche qu'attendent les milléniaux, c'est une approche qui est transparente. Et transparente, ça veut dire leur faire confiance, donc leur donner les projets qu'ils ont la capacité et la motivation de prendre, leur partager les doutes et les succès. Et ça, je pense que ça nous a vachement aidé. On a une moyenne d'âge très jeune, hein, puisque la moyenne d'âge de la boîte, elle doit être à peu près à 28 ans, 27-28 ans. Et on a un taux de départ, ce qu'on appelle le churn, donc un taux de départ de 4%, alors qu'en moyenne, en startup, c'est à peu près 13-14%. Donc on arrive à créer une culture qui soit la base du truc. On a même des gens, là aujourd'hui, je suis content, il y a une nouvelle qui a démarré, qui est en fait une ancienne salariée qui est partie il y a 6 mois et qui a regretté. Donc voilà, ça c'est des succès pour nous. Donc c'est ces valeurs-là que vous essayez de les faire adhérer à ces valeurs-là, et quand ça marche, quand ça match, c'est gagné, quoi. On a parlé de gagner, c'est un grand mot. Mais... Ouais, c'est jamais gagné. C'est pas tout le temps gagné. On a parlé de management, on a parlé de culture, le recrutement aussi, il faut le scaler, le faire changer d'échelle. Ouais. C'est aussi un... Ouais. Alors tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était vous qui avez parlé de recrutement raisonné. En fait, ça c'est intéressant comme... Croissance raisonnée, je crois. Ouais, de croissance raisonnée. Ouais. De croissance raisonnée. C'est intéressant parce que ça peut être vu à plusieurs échelles. Et effectivement, je pense que nous, on a eu une croissance raisonnée, dans le sens où on n'a pas fait de move de croissance qui n'était pas réfléchi, qui était juste pour atteindre des objectifs ou pour faire plaisir à des investisseurs. Donc je pense qu'on a fait ça. Par contre, donc ça revient au fondateur, selon moi, de définir quelle est la raison de la croissance. Par contre, après, à partir de ce choix stratégique, savoir définir une feuille de route et l'atteindre, c'est la vraie problématique de la scale-up. Et pour le recrutement, c'est un vrai sujet. Donc nous, par exemple, pour le recrutement, on avait l'année dernière, on a recruté 70 personnes à peu près. Cette année, ça sera à peu près pareil. Donc les besoins ont tout de suite augmenté très très vite sur plusieurs pays. Donc on sait qu'il y a 4 piliers dans le recrutement. Le pipeline de candidats, les process de recrutement, la marque employeur et le onboarding. Bon, ben, on a pris chacun des 4 sujets. On a créé évidemment une équipe RH qui était de haut niveau, sinon ce n'était pas possible. Et à chaque sujet, on les a traités en donnant les réponses pour être sûr qu'il n'y ait rien qui bloque dans le flow. Au final, la plupart des gens qui croient, qui réussissent pas leurs objectifs de recrutement, pensent que c'est lié à la difficulté du marché. Ouais, c'est dur d'avoir des players. Évidemment, c'est dur d'avoir des players. Mais quand on décortique le problème, on arrive toujours à trouver où se situe la faille. Et à chaque faille, il y a une solution. Par exemple, le onboarding, nous, c'était un sacré problème. On avait des gens qui arrivaient dans 4 pays. En moyenne, on a 5 nouveaux par mois dans 4 pays. Donc du coup, comment faire passer la culture quand on a 5 nouveaux par mois? Comment s'assurer qu'ils se sentent dans une boîte complète, qu'ils n'aient pas l'impression dans une petite filiale, on est 5 à Amsterdam, bon ben, on ne veut pas qu'ils se sentent à 5, quoi. Et on veut qu'ils puissent créer ce moyen de communication, ce ownership, tous les process, etc. Donc on a créé un truc il y a un an qui s'appelle la Talent University, et on fait venir tout le monde à Paris, tous les 3 mois, on fait venir à Paris tous les nouveaux, et ils suivent un training super poussé pendant 3 jours où ils rencontrent tous les leaders de la boîte, où ils se rencontrent entre eux. Ils viennent en plus, cette Talent University se fait au headquarter à Paris, donc ils ont l'impression de rencontrer le headquarter. Nous, on passe, les fondateurs, beaucoup de temps avec eux pendant ces 3 jours. On leur fait faire des séances de design thinking pour qu'ils apprennent à réfléchir, à communiquer entre eux. Et on mise vraiment à fond là-dessus pour que le onboarding soit un succès. Et ensuite, on fait même un surveil pour être sûr de savoir ce qu'ils en ont pensé. Il y a un autre sujet sur le recrutement, c'est les managers. Est-ce qu'on fait monter des gens en interne? Est-ce qu'on va recruter à l'extérieur de la société, sachant que la problématique à chaque fois est différente, quoi? Ouais, je pense pas que j'ai de bons... j'ai juste mon feedback perso, ça a toujours été de privilégier l'interne à l'externe. Mais je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut retenir en tant que tel. Il y a plein de cas particuliers en fonction des tailles de la boîte. Je pense qu'il faut des situations différentes.
Là, on arrive à une taille où bon, on a dû recruter de l'extérieur une CFO, on a recruté de l'extérieur une RH, les country managers viennent de l'extérieur aussi. Mais dès que c'est des rôles qui viennent de l'opérationnel, on privilégie beaucoup les gens de la boîte. Ouais. Alors l'internationalisation, on en a un peu parlé. Vous mettez en face à face la stratégie et la réalité, parce que c'est pas la même chose. Ouais, ça en fait c'est vraiment pas la même chose. Je pense que c'est le truc le plus galère que j'ai eu à faire de mon expérience talent, c'est l'internationalisation. En fait, le problème de l'internationalisation, c'est que si vous voulez vous internationaliser, vous allez apprendre des feedbacks et des retours d'entrepreneurs, c'est normal, c'est toujours la première chose que je fais quand j'ai un nouveau projet que je connais pas. Et il se trouve qu'il n'y en a aucun qui dit la même chose. C'est le seul sujet où j'ai eu aucun qui m'a conseillé la même chose. Parce qu'en fait, tout le monde a exploité une technique différente. Et je ne sais même pas s'il y en a une qui est mieux que d'autres. Mais en tout cas, entre le moment où on planifie sa stratégie et on définit ce qu'on souhaite, et le moment où ça arrive, il se passe beaucoup de choses. Nous, on avait 3 options pour l'international. Soit on rachetait on a très vite émergé, donc on est très vite devenu sur un marché qui était plutôt jeune, un leader européen. Donc on s'est posé la question de racheter des concurrents européens en Europe, des concurrents locaux. C'était l'option 1. L'option 2, c'était de racheter des cabinets de recrutement parce qu'en fait, ils avaient les assets humains et les assets de données et qu'il suffisait qu'on les forme à l'utilisation de la plateforme. Et l'option numéro 3, c'était de partir from scratch et de prendre un country manager. Au final, on s'est rendu compte que c'était tellement galère qu'on a lancé les 3 options. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il y a tout de suite un choc de culture. Et encore, on est en Europe. Et on est en Europe, et pourtant, enfin, sur les aspects légaux, enfin, il y a des tonnes de choses qui ont fait que ça a posé problème. Au final, on n'a pas réussi à racheter un cabinet en Angleterre parce qu'à chaque fois que j'allais voir les cabinets, les mecs, ils voulaient presque me frapper parce que pour eux, j'allais bouffer le business. Et enfin, il y avait un problème vraiment de mentalité. Ils ne voyaient pas l'opportunité. Donc on est parti de zéro et on a pris un country manager. Et donc on est parti from scratch au UK, en Allemagne et aux Pays-Bas aussi. Et en Allemagne, par contre, on a racheté un cabinet de recrutement local qui était spécialisé dans la tech, qui était bien un petit cabinet de 5-6 personnes qu'on a formé et qui est aujourd'hui Talent.io Germany. Ils sont une trentaine à peu près. Ils ont ouvert Berlin, Hambourg, Munich, et ils préparent leur 4e ville. D'accord. Vous pensez à d'autres pays ou pour l'instant ces 4-là, vous allez travailler mieux possible, ou d'autres pays en Europe ou On pense à plein de projets. En fait, il y a toujours 2 manières ça c'est pour tous les business pareil, quoi. Il y a 2 manières de grandir, soit par la croissance de localisation, soit de manière verticale, c'est-à-dire par la croissance du marché, par les différentes verticales. Les 2 nous intéressent. Donc, soit s'étendre un peu sur des secteurs de métiers autour des développeurs, soit continuer à s'étendre sur les villes. Il y a encore en Europe pas mal de villes où il y a un écosystème tech important. En Espagne, il y a des choses à faire. En Suède, il y a des choses à faire. En Irlande, en Europe de l'Est, il y a pas mal de choses. Un de vos conseils, c'est de dire, même avant de partir à l'étranger, de réfléchir, de monter sa boîte avec ça dans l'internationalisation, le multiculturel dans la tête, quoi. On parle anglais chez vous depuis le début, quoi. Ouais, moi j'ai eu de la chance. Moi j'ai eu de la chance parce qu'en fait un de mes associés ne parle pas français, donc j'ai pas eu le choix. Vous n'avez pas appris le français, non? Non, il n'a pas voulu. Et on a essayé, il n'a pas voulu. Donc du coup c'est bien parce que ça, déjà je vois, on a dès le départ créé tous les process, tous les trainings, tout en anglais. Même le site a été créé en anglais avant d'être créé en français. Ce qui est génial en fait, mais même avec ça, quand on a commencé l'internationalisation, on passait pour une French company et c'était pas très bon. On n'est pas reconnu pour être les plus grands producteurs de scale-up international d'Europe. Ouais, la French Touch, ça marche sur les produits de luxe, les produits de bouche. Ouais, un peu plus, effectivement, exactement. Il n'y a pas de French Touch dans le recrutement. Et donc du coup, je ne sais plus ce que j'allais dire. Mais voilà, non, je vous ai coupé, mais c'est ça. Donc vous n'étiez pas reconnu comme les Français ne sont pas reconnus comme. Exactement. Donc déjà c'était dur et on avait cet avantage-là. Alors si on était parti de French, ça aurait été une barrière supplémentaire.
Donc je vous conseille de le faire le plus tôt possible. L'anglais des salariés, c'est pas un may-have, c'est un must-have. Prérequis, quoi, il faut vraiment. Ouais. Sinon, sur le marché, on n'a pas parlé du marché, vous parliez de créneaux très porteurs. Là, je crois que c'est 7 millions de profils pour 8 millions de jobs, avec plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires, j'imagine. Enfin, on n'a pas posé un peu le marché. Ouais, le marché, si vous voulez, le marché du recrutement IT, il y a 8 millions de jobs ouverts aujourd'hui et 7 millions de profils. Donc il y a un gap, il manque 1 million d'ingénieurs sur ce marché-là. Malgré toutes les nouvelles écoles que vous voyez sortir, tous les bootcamps de reformation des gens, enfin, tout ce qu'on voit, ça ne suffit pas à combler ce gap-là et on se dirige doucement vers les mêmes problèmes que la Silicon Valley, c'est-à-dire un gap phénoménal entre l'offre et la demande. Donc on se les arrache encore plus, quoi. Enfin, Ouais. Vu qu'il y a, quels sont les seuils un petit peu là? On parle de scale-up ce soir, c'est ce qui nous rassemble avec cet accélérateur upgrade. Quels sont les seuils que vous avez identifiés, quoi, dans votre croissance à vous? Ouais. Alors effectivement, c'était le point que je commençais à dire tout à l'heure. Donc culturellement, 20 salariés avec les valeurs, 40 salariés avec le layer de management. Ça a été un vrai sujet pour nous. Les couches un petit peu. Ouais, ça, ouais. Et après, par contre, pour le layer de management, ça a été une réorg à peu près tous les 6 mois. Pas global, hein, mais il y a toujours une équipe ou deux où il faut faire tourner le truc, ça marche plus de la même manière, ils sont trop, ça marche plus avec un manager, il faut organiser d'une manière ou d'une autre. Il faut, culturellement, sur les managers, on a fait beaucoup passer le message de ne pas avoir peur de ce genre de modification-là. Et d'essayer de mettre vraiment à la poubelle tout de suite tous les trucs politiques, les instincts qu'on peut tous avoir, politiques de bon, ben, moi, mon équipe, j'ai bossé dur avec, on va pas la toucher, ou je veux essayer de monter en responsabilité. Non, on bosse tous à la base pour le projet, pour bien ce projet. Il y a des moments où on aura plus de responsabilités que d'autres. Et on a mis un vrai focus culturel au niveau des leaders là-dessus. Il y a une mobilité aussi horizontale, on peut changer de service éventuellement, quitte à repasser par la case formation, ou vous avez développé ça? C'est arrivé quelques fois, on est encore un peu jeune pour ces besoins-là, mais ça y est, c'est les premiers postes au niveau de toute la partie support, finance, RH, etc. C'est les premiers postes qu'on a postés au sein de la boîte à l'intérieur pour voir si des gens pouvaient être intéressés avant de la poster en externe. C'est très très récent. Donc vous disiez les seuils 40 et après vous êtes passé à 40, 100. voilà, on est passé à 100 en septembre de l'année dernière. Et là, 140 et quelques, on sera 180 en fin d'année. D'accord. 100, c'est aussi une marche Ouais, c'est une belle marche, ouais. Il faut accepter de pas connaître tout le monde, de pas contrôler tout. Faut passer beaucoup de temps avec les leaders, je pense, et d'être très bien entouré. Et quand enfin moi je le vis très bien parce que depuis le départ, on a fait cette culture du ownership. Depuis le départ, on a accepté de perdre le contrôle. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, cette sensation que j'ai avec ce truc. Parce qu'avant ça, quand j'ai monté ma première boîte, je l'ai montée sur un format tout à fait classique. Ouais. Avec des échelons, un reporting manager, manager qui centralise les projets, etc. etc. Et là, passer sur un format de ownership où on laisse les gens la responsabilité des choses, on les laisse interagir entre eux, on définit que c'est l'opérationnel, les gens du projet qui ont plus de compétences que nous pour savoir ce qui est bon pour eux. C'est un truc un peu bizarre au départ, hein. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'y faire. Et maintenant, ça devient naturel, ça fonctionne bien. Et on ne perd pas l'intérêt du boulot, je veux dire, ce qui fait un peu le sel de ce métier d'entrepreneur, parce que du coup, les succès, ce n'est pas les vôtres, c'est ceux de vos employés. C'est un bon point, c'est un très bon point. Je pense qu'on ne le perd pas, mais qu'il faut savoir aller chercher son intérêt. Nous, on a, à partir de 100, on a switché le modèle, on commençait à avoir trop de projets. On a une dizaine en tout, entre Paris freelance, parce que maintenant on a lancé les freelance, les large accounts, on a créé une offre pour les grands comptes, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. En tout, on a 10 initiatives dans la boîte. Donc on a tout réorganisé en janvier, en se disant, bon, il y a 10 initiatives,
on va devenir une initiative-centric organization, enfin c'est comme ça qu'on l'a appelé, et du coup, on va laisser encore plus de pouvoir aux managers qui gèrent ces initiatives pour qu'ils aient le PNL, toutes les infos financières et qu'ils puissent faire leurs choix, la partie RH pour qu'ils puissent connaître leurs objectifs et avoir plus de contrôle là-dessus, leur budget pour savoir comment ils le dépensent. Et en contrepartie, on fera un board tous les mois avec chaque initiative, un peu comme vous faites avec vos investisseurs, pour ceux qui sont les investisseurs, dans lequel on va analyser si ça va, si ça se passe bien et s'ils ont besoin de notre aide. Et en fonctionnant comme ça, oui, ils deviennent vraiment maîtres de leur projet, de leur choix, de leurs décisions et de leur succès. Et nous, on agit plus dans l'ombre à les aider dans les choses qui ne vont pas. Donc, ouais, faut l'accepter et nous, on l'accepte, on le vit bien. On n'a pas trop parlé d'argent, c'était un peu le 5e point que vous m'aviez proposé. Le coût de la croissance finalement, l'autofinancement versus le financement externe, les levées de fonds, tout ça. Quelle est votre expérience là-dessus, votre vécu? Eh ben, la croissance, il y a des marchés sur lesquels c'est un peu difficile de répondre, mais en tout cas pour nous c'était un marché qui n'était pas hyper mature, donc c'était pas un marché qui coûtait beaucoup d'argent. Quand je vois les gens dans la food tech, dans des marchés comme ça, où ça, un pote qui a monté chauffeur privé, c'est pareil, c'est des marchés où la dépense pour la croissance, elle est monstrueuse parce que les marchés sont matures, parce que les concurrents américains sont déjà installés. C'est quand même assez dingue. Nous, on a eu de la chance, le marché était encore plutôt jeune et notre concurrent américain était peu installé. On a réussi à prendre les dessus sur lui. Parce qu'aujourd'hui, on doit être à peu près en France 4-5 fois plus gros que le concurrent américain. Et donc du coup, on a eu cette chance-là. Maintenant, c'est clair qu'il y a un vrai trade-off à faire à chaque fois entre croissance et prix. Quand vous êtes une scale-up, en vrai, le sujet croissance versus prix, ça doit être la seule façon de fonctionner, quoi. À chaque fois qu'on nous propose un nouveau projet, à chaque fois qu'on définit notre croissance, on la définit sur ce trade-off-là. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme croissance avec ce projet-là? Pour quel coût? Et en fonction de tous ces coûts-là, est-ce que ça doit engendrer un financement externe, c'est-à-dire une levée de fonds ou des prêts, peu importe. Mais il y a une sorte de balance dans mon cerveau, j'ai cette balance-là à chaque fois qu'on me propose un projet qui est assez impressionnante et qui est la raison de vivre, je crois, des scale-up. Ce que vous dites, les levées de fonds, c'est vraiment un moment important. Vous en avez eu plusieurs. C'est pas la première en général qui est la plus dure, mais c'est plus on avance, plus c'est compliqué. Ouais, enfin, je suppose qu'il y en a qui ont vécu des premières plus dures que les suivantes, parce que parfois on arrive sur un marché qui n'existe pas, on tient notre première boîte, etc. Donc c'est un peu plus galère. Nous, on a eu un peu plus de chance. Le marché existait, c'était déjà prouvé. Il y avait un concurrent américain. On avait déjà une expérience, mes associés et moi, on avait déjà eu nos premières expériences. Donc, on avait tous les feux au vert pour faire une première levée facilement. Et ensuite, effectivement, plus ça avance, plus ça devient analytique, en fait. Donc, c'est que des maths, des chiffres, de la croissance, des infos financières. Vous avez un concurrent américain, vous n'avez pas eu envie d'aller jouer sur ses terres à lui, d'aller le défier en Amérique, aux États-Unis? C'est pas quelque chose qui fait rêver, parce que c'est vrai que parler de la Silicon Valley, c'est. Ouais, je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose qu'on a. Enfin, c'est quelque chose qu'on a réfléchi évidemment. Pour l'instant, on considère que l'Europe, il faut la consolider avant d'aller se perdre aux US. Se perdre aux US, c'est beaucoup d'argent et je suppose qu'à partir du moment où on met un pied là-bas, on n'aura plus trop le temps de s'occuper du développement européen et donc pas forcément le temps de s'assurer que les choses vont bien ici. Et je ne pense pas qu'on a atteint cette étape-là. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent disponible là-bas, plus qu'en France, c'est ça que vous voulez dire? Non, d'ici, on peut lever avec des fonds américains. Ça, c'est pas vraiment la difficulté. Maintenant, les fonds américains, il y en a beaucoup qui lèvent, même pour des boîtes qui ne veulent pas aller aux US. C'est très courant. Mais oui, juste des fonds, ça se compte en dizaines de millions d'euros. Alors vous disiez parmi les erreurs à éviter, c'est justement, là on parle encore de levée de fonds, de tout ce qui est ingénierie financière, c'est d'abandonner l'opérationnel de la boîte. Alors, le problème c'est que c'est un peu ce que vous avez fait finalement d'après ce que vous nous avez dit, mais il y a un vrai risque là de se concentrer sur les levées de fonds et qui ne viendront pas forcément du coup parce que ça engendre une spirale un peu négative. Ça c'est un cas assez classique. Le fait d'avoir un tel focus sur la levée, un tel focus sur les négociations juridiques et sur les chiffres à transmettre,
qu'on en oublie de continuer à faire développer la boîte. Mais ça, je vois qu'il y a des gens qui ont vécu l'histoire. Mais on est beaucoup à l'avoir vécu, ça. D'accord. Alors, avant peut-être de passer la parole à la salle, vous êtes aussi membre du Gallion Booster. Gallion Project. Gallion Project, pardon. C'est un think tank, c'est ça, c'est un réservoir d'idées, c'est un endroit où on se retrouve, où on crée du réseau. Présentez-nous un peu tout ça. Ouais, en fait, je suis membre du board du Gallion Project avec Frédéric Mazella, le patron de Blablacar, et Jean-Baptiste Rudel, le patron de Criteo. Et donc, ce think tank regroupe les entrepreneurs de la tech avec des critères relativement élevés, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment déjà en phase de scale, soit avoir levé plus d'1 million d'euros, soit avoir déjà passé des étapes de développement. Et on écrit beaucoup de contenu pour les entrepreneurs via ce canal-là. Et on est maintenant 200 et quelques, presque 250 dirigeants de la tech dans cette organisation. Et on a écrit notamment une term sheet validée par les principaux avocats parisiens qui font de la levée de fonds. Donc ça vous permet d'avoir une term sheet claire. Il n'y a plus besoin de négocier pour une série A et seed, hein, pas pour après. Ça vous permet de ne plus avoir à négocier vraiment, enfin pas se perdre un temps fou à négocier avec les fonds d'investissement qui voudraient vous faire signer des clauses toutes pourries avec des préférentiels x14 et tout ce qui va avec. Oh, c'est quoi? C'est un contrat type en fait. Ouais, voilà, c'est une term sheet qui est déjà validée par des fonds. Donc ils ne peuvent pas dire c'est notre market. C'est complètement market practice, c'est déjà validé par des fonds. Donc on a fait ça, on a fait tout un plan complet de BSPCE. Si vous voulez, moi je suis un fervent défenseur de l'actionnariat salarié total, 100% des salariés, jusqu'à une certaine taille évidemment. Chez nous, la taille qu'on avait dit max était 150. Et donc du coup, le Gallion a mis en place tout un format qui permet aux entrepreneurs de pouvoir mettre en place, avec tout le juridique, tout le circuit pédagogique, etc., de mettre en place de la bonne manière les BSPCE. Et c'est vachement important de le faire de la bonne manière, ce truc-là, parce qu'il y a plein de boîtes, si vous leur demandez est-ce que ça a eu de l'impact, elles vous répondront non, et elles l'ont juste pédagogiquement pas fait de la bonne manière. Donc finalement, c'est ça, c'est transmettre un petit peu votre expérience à de futurs start-upers. On parle beaucoup des licornes, voilà. Est-ce que c'est vraiment l'objectif à atteindre? Est-ce que derrière tout ça, où s'arrête la croissance finalement? Où est-ce qu'on dit là j'arrête quoi? Comment J'ai pas de réponse à ça. Je pense que l'ambition c'est quelque chose de personnel. Est-ce qu'il faut à tout prix se fixer ce but-là ou essayer de... Il y a pas non. De... Ouais, c'est pas, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on vit une époque où on a la chance. C'est une question particulière, mais on a la chance de vivre une époque où il y a de la digitalisation, donc il y a une transformation des marchés sur les marchés où on est tous. Donc il y a une opportunité qui ne se créera probablement pas dans 20 ans, 30 ans. Et si on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, c'est vrai que l'ambition, elle titille. D'accord, bah merci, on peut vous applaudir déjà une première fois pour votre... Merci. Restez avec nous, Jonathan.